qu'en est-il des femmes journalistes, des femmes écrivains journalistes dans l'entre-deux-guerres en France? Et c'est-à-dire, au fond, qui sont ces femmes? De quoi vivent-elles? Comment sont-elles recrutées? Comment est-ce qu'elles entrent dans le métier? Et aussi, question, je crois, essentielle, comment se représentent-elles leur métier? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ou comment est-ce qu'elles veulent traduire pour leurs lecteurs l'image qu'elles ont de leur métier? Voilà, des questions, vous voyez, beaucoup plus générales que celles qui ont été posées jusqu'à présent. Et en fait, assez curieusement, ce sont des questions auxquelles il est extrêmement difficile de répondre, parce qu'en fait, ces questions n'ont quasiment jamais intéressé ni les historiens de la presse, ni les historiens de la littérature, ni même les historiens du féminisme. Très curieusement, il y a là comme une espèce de trou noir, je dirais, de continent obscur ou de continent noir, dans lesquels il faut pénétrer de manière un petit peu intuitive ou un petit peu par la bande, parce que cette histoire a été extrêmement peu documentée. En fait, si on regarde les statistiques, mais sur quelle base peut-on faire des statistiques? Il n'y a qu'à partir de la fin de la période de l'entre-deux-guerres, à partir de 1938, qu'apparaît véritablement une carte de presse qui permet d'enregistrer des gens comme journalistes. Alors ça, c'est très facile. Si vous avez des cartes de presse, vous pouvez dire qui est journaliste et qui ne l'est pas, sans se poser trop de questions. Mais avant ça, il est très compliqué de savoir même qu'est-ce que c'est qu'un journaliste. Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit dans un journal? Ce serait une définition beaucoup trop large, on s'en rend bien compte. Plein de gens écrivent dans les journaux qui ne sont pas journalistes, qui n'ont jamais prétendu l'être. Plein de gens, d'ailleurs, aussi se diront journalistes et écrivent peu dans les journaux. Donc, il y a là des zones floues pour l'historien qui sont extrêmement intéressantes à explorer. Alors, en gros, et pour le faire très rapidement, Christian Delporte, qui est le grand historien du journalisme en France, chiffre en 1938, à partir de la carte de presse, il dit qu'il y a environ 3,5% de femmes parmi les journalistes. Et à partir de ce chiffre-là, on peut, encore une fois à la très grosse louche, dire qu'en gros, l'objet de mon enquête, c'est environ entre 40 et 60 femmes journalistes dans les années 30 et un peu plus dans les années 30-35. Voilà, on est dans un ordre de grandeur d'une centaine de femmes journalistes à la fin de la période. Pour vous donner une idée, et cela est un chiffre que l'on peut fabriquer par déduction par rapport au nombre d'hommes qui sont journalistes à la même époque. Alors bon, on doit essayer de trouver des renseignements sur environ, disons, entre 50 et 100 personnes. Comment est-ce qu'on peut trouver ces renseignements? C'est extrêmement compliqué. Alors, il y a un premier document que je vous propose qui est conservé à la bibliothèque Marguerite Durand et qui est en fait une exposition qui a eu lieu en 1928 à Cologne, en Allemagne, et c'est une exposition extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle s'intitule « Pressa », l'affiche est sur la gauche, et c'est la plus grande manifestation organisée en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Gigantesque exposition sur le monde de la presse, financée en grande partie par les grands journaux allemands, qui y voient l'occasion de faire une espèce d'étalage de leur puissance, en particulier le Berliner Tageblatt, donc le quotidien de Berlin, construit pour l'occasion, de la part de l'architecte Erich Mendelssohn, un siège social qui est un véritable manifeste de type Bauhaus, de type moderniste. Donc cette presse montre à quel point elle est importante et puissante, et les différents pavillons qui sont représentés dans cette exposition sont aussi l'occasion pour les différents pays, comme ce sera le cas dans les expositions universelles ultérieurement, de montrer la productivité, l'intérêt de leurs architectes, et le pavillon de l'Union soviétique
est dessiné par L. Lissitzky, grand artiste, architecte et plasticien bien connu. Donc c'est un pavillon extrêmement moderniste. Alors, deux femmes allemandes organisent cette exposition sur la presse qui s'appelle « La femme et la presse ». Et évidemment, elles organisent cette exposition pour le monde germanique, et puis elles se disent on va avoir une partie internationale, et elles cherchent en France des gens capables, des femmes capables d'alimenter la partie française de cette exposition. Et alors c'est très intéressant de constater d'emblée que la France est en retard. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, ce n'est pas très difficile d'alimenter l'exposition. On s'adresse aux milieux syndicaux et professionnels, et il y a plein d'organismes qui représentent les femmes journalistes. Tout ça est parfaitement défini. Il suffit de pousser sur le bouton, l'information arrive. En France, rien de semblable, évidemment, et donc on est obligé de demander au Conseil national des femmes françaises d'essayer de bricoler quelque chose pour l'occasion. Et le Conseil national des femmes françaises, effectivement, sous l'égide de Jeanne Misme, dont les archives se trouvent à la bibliothèque Marguerite Durand, organise la partie française de l'exposition, avec d'ailleurs plein de quiproquos avec la partie allemande, mais je ne développerai pas ça. Et Jeanne Misme et son petit comité font une petite enquête. Bon, c'est un petit peu bricolé, c'est pas très scientifique, mais quand même c'est intéressant. Elles font une petite enquête pour se dire quels sont les journaux représentatifs et quelles sont les femmes écrivains dont on a intérêt à mettre l'œuvre en évidence. Alors, elles repèrent un certain nombre de journaux, vous en trouvez la liste sur la diapositive, et elles préparent un très joli petit catalogue sur les journalistes françaises et confrères féministes. Il y a en effet un homme dans la série, et ce recueil sera exposé, vous le voyez sur la partie manuscrite, à la section des femmes et la presse de l'exposition internationale La Pressa. Alors, comment se compose ce petit recueil ? Eh bien, c'est un trombinoscope. C'est une série de photos de femmes. Il y en a 27 au total, avec chaque fois une photographie prise pour l'occasion et juste à côté une lettre attestant de l'intérêt des femmes pour la définition de femmes journalistes ou faisant un petit commentaire sur l'exposition. Voilà l'organisatrice de cette activité. Alors, dans la petite enquête qu'elles font, non seulement elles essayent de répertorier, et je n'en ai gardé que 3 pour ne pas être trop long, mais il y a 27 personnes qui sont répertoriées. C'est déjà intéressant, 27, vous voyez, on est presque à 50% du chiffre que je cherchais tout à l'heure. C'est donc un premier panel qui a du sens. Et de surcroît, elles mènent une petite enquête et elles écrivent aux journaux pour demander qui sont les femmes journalistes, est-ce qu'il y en a, quel rôle les femmes jouent-elles dans la presse. Elles ont très peu de réponses, bien évidemment, ce qui en soi est déjà un signe, mais le Petit Parisien répond. Et je vous lis ces 4 lignes. Voilà ce que répond le Petit Parisien donc à la question quel rôle les femmes jouent-elles dans la presse. Le journal emploie 105 hommes à la rédaction et 11 femmes. Parmi ces 11 femmes, il y a 2 rédactrices, 6 sténodactylos et 3 classières. Autrement dit, sur les 105 hommes de la rédaction, il y a 2 femmes journalistes. On n'est même pas dans les 3% et demi dont je parlais tout à l'heure. L'administration comporte 186 hommes et 99 femmes, ça commence à s'équilibrer. La composition, 65 hommes et 14 femmes, la typo c'est pour les hommes, on l'a rappelé tout à l'heure. Le nettoyage par contre, là heureusement vous allez voir c'est très différent, 25 hommes et 28 femmes. Et le service de l'expédition, donc celles qui mettent le journal et qui l'emballent, 66 hommes pour 103 femmes. Voilà, la place des femmes dans la presse française. Je pense que le document est assez intéressant. Je n'en connais pas d'autres aussi précis. Alors, si on prend ces 27 femmes,
Qu'est-ce qu'on peut dire sur elles et en quoi sont-elles représentatives? Alors, je ne vous ai pas fait la liste des noms parce que ça ne peut pas rentrer dans un petit exposé d'un quart d'heure comme celui-ci, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'enquête de 1928 montre un certain nombre de femmes principalement recrutées dans les milieux féministes, souvent liées au prix Femina, soit comme jurées, soit comme bénéficiaires, et qui doivent une partie de leur carrière aux réseaux familiaux qui les ont propulsés, soit grâce à un mari journaliste par exemple, ou à des institutions sociales comme les milieux catholiques, protestants, francs-maçons, libre-pensée ou féministes, qui sont en quelque sorte les milieux dont elles sont les représentantes. Donc ce sont des femmes dont l'inscription professionnelle est principalement liée aux journaux féministes ou à l'histoire du féminisme français. Mais j'ajoute aussi, et j'aurais peut-être dû vous proposer un petit tableau avec la liste de leur date de naissance. En gros, elles sont déjà toutes assez âgées. Dans ce recueil, elles sont pour la plupart, elles ont au minimum 60 ans, 65 ans, voire 80 pour l'une d'entre elles. Voilà ce qui est proposé et l'autoreprésentation que peut faire le Conseil national des femmes en 1928 à destination de collègues étrangers. Alors, c'est un peu insatisfaisant et il faut approfondir l'enquête. Et comment est-ce qu'on peut approfondir l'enquête? Eh bien, il faut se mettre à dépouiller, et ça, c'est parfaitement ennuyeux à faire. Il faut se mettre à dépouiller des journaux professionnels qui ne sont pas très fiables, mais qui enregistrent la présence d'un certain nombre de femmes dont on dit « Ah oui, une telle peut être journaliste » et puis une autre démissionne de son poste de journaliste. Donc on peut constituer ainsi un deuxième corpus d'environ 40 autres femmes. 40 autres femmes dont les parcours biographiques sont assez différents et qui marquent ce que j'appellerais... Ah oui, j'ai quand même mis la liste, mais je ne vais pas la... Voilà, 40 autres femmes dont le parcours marque incontestablement une professionnalisation, c'est-à-dire des parcours plus autonomes par rapport à des institutions d'où elles proviendraient. C'est une voie vers la professionnalisation de la femme journaliste, donc dans laquelle les réseaux initiaux sont moins importants, et ce qui apparaît comme, je crois, un des grands éléments structurants de cette deuxième génération de femmes journalistes, c'est l'importance de plus en plus grande des compétences professionnelles dont elles peuvent faire état. Des compétences professionnelles qui sont liées à des parcours scolaires, généralement de très haut niveau. Et je vous donne un seul exemple, ça va prendre 3 minutes, mais il me paraît tellement révélateur qu'à la limite, il aurait pu suffire à mon intervention. Cet exemple, c'est la rencontre entre un grand reporter qui s'appelle Édouard Elsey et une femme journaliste de l'entre-deux-guerres qui s'appelle Dominique Auclair. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux ont raconté leur mémoire. Alors, Édouard Elsey, c'est typiquement la carrière du journaliste, c'est-à-dire c'est un self-made man, fils d'un ouvrier imprimeur, qui a fait 36 métiers et qui progressivement, en montant les échelons dans le journal, devient titulaire d'un poste de grand reporter, c'est-à-dire l'élite du monde du journalisme de l'entre-deux-guerres. Et ce grand reporter voyage dans toute l'Europe, et notamment en Allemagne. Et comme beaucoup de grands reporters français, il voyage en Allemagne, mais il ne parle pas un mot d'allemand. Aujourd'hui, ça a l'air très... Mais ça, c'est typique des Français de l'entre-deux-guerres. Le monde entier est censé parler français. Bon. Heureusement, il tombe sur Dominique Auclair. Et Dominique Auclair a fait des études supérieures et elle parle allemand. Alors il lui dit, vous m'êtes indispensable, vous savez les langues. Non seulement elle parle allemand, mais elle parle anglais aussi. Donc elle est formidable. Elle lui ouvre plein de pistes, mais un peu plus tard, après lui avoir rendu un hommage vraiment très grand, il ajoute ceci, et c'est elle qui le raconte dans ses mémoires. « Voulez-vous me rendre un service ? Redevenez un peu ménagère. Dépouillez votre qualité de journaliste. J'ai fait un accroc à mon par-dessus.
sauriez-vous le raccommoder par hasard? Voilà, je pense que la micro-anecdote dit exactement ce qu'il en est. Elle est surdiplômée, elle est beaucoup plus capable que lui, mais dans la hiérarchie de la presse française, elle est juste bonne à raccommoder son par-dessus. Alors, d'où vient cette compétence professionnelle importante? Elle vient notamment de quelque chose que je crois les historiens du féminisme français n'ont pas assez soulevé ou mis en évidence pour l'entre-deux-guerres, c'est ce que j'appellerais la filière anglo-saxonne. C'est quoi la filière anglo-saxonne? C'est le fait que, contrairement à la France, il y a dans le monde anglais des collèges universitaires exclusivement féminins. Des collèges universitaires exclusivement féminins, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les femmes, sans problème de concurrence entre genres, peuvent faire une carrière académique, et beaucoup plus facilement qu'en France. Et toute une série de femmes qui deviendront des grandes femmes journalistes de l'entre-deux-guerres, et je ne sais pas si les noms sont très lisibles, mais vous verrez, si vous clignez les yeux, le nom de Geneviève Tabouy, le nom de Titaïna, le nom d'André Violis, le nom de Louise Weiss, c'est-à-dire les grandes femmes journalistes de l'entre-deux-guerres, comme par hasard, elles ont toutes fait des études en Angleterre. Ce qui veut dire que, un, elles connaissent l'anglais parfaitement, contrairement à la plupart de leurs collègues masculins, et deux, elles ont fait l'expérience pratique de collège largement liée à l'émancipation de la femme dans le monde anglo-saxon, qui, par le biais à la fois d'une tradition protestante et d'une tradition féministe, est bien en avance sur ce qui se passe sur le continent. Et je pense que dans l'histoire du féminisme français, c'est là une connexion tout à fait fondamentale. Voilà. Le troisième aspect et le troisième angle de vue par lequel on peut poursuivre l'enquête sur ces femmes journalistes de l'entre-deux-guerres, le troisième angle de vue, ce sont leurs mémoires. Un certain nombre d'entre elles ont publié des mémoires. J'en ai jusqu'à présent repéré une douzaine à peu près. Et ce qui est très intéressant dans ces mémoires, c'est qu'elles expliquent la représentation qu'elles ont de leur travail de journaliste et la manière dont elles se voient dans leur travail. Et alors, à la grosse louche aussi, on peut, je pense, et je ne vais pas vous en donner d'exemple pour ne pas dépasser, mais on peut dégager ce que j'appellerais deux modèles d'auto-représentation de ces femmes. L'un, je l'ai appelé un peu par plaisanterie le modèle Louise Weiss, c'est-à-dire le modèle des milieux les plus dotés, des femmes qui ont des compétences largement supérieures à celles de la moyenne de leurs confrères masculins et qui adoptent un ton, une tenue tout à fait neutre, comme si c'était une évidence qu'elles fassent une brillante carrière. Mais à côté d'elles, vous avez aussi toute une série de femmes qui sont très très loin du féminisme et qui adoptent une posture de starlette. Et moi, j'ai donné l'exemple, le type Odette Pantier, c'est-à-dire des femmes qui diront « moi, je suis ravissante, je suis très bien habillée, je passe devant tout le monde et je suis une journaliste mondaine qui peut avoir un destin tout à fait hors du commun, en jouant notamment sur la provocation sexuelle ou la provocation de la séduction, qui est extrêmement importante et qui est évidemment une dimension qu'on ne trouve pas chez Louise Weiss, par exemple. » Voilà, quelques ouvertures, quelques flashs sur ce domaine. Pour vous dire quoi, au fond? Pour vous dire que, il y a un certain nombre de sources sur l'histoire des femmes journalistes dans l'entre-deux-guerres, notamment via les mémoires, qui méritent d'être utilisées, et donc une bibliographie sur le sujet qui, je crois, mérite d'être complétée. Et l'enjeu, au fond, c'est dans la constitution d'un patrimoine littéraire. Un patrimoine littéraire, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se construit en permanence, qui se rediscute, qui se redistribue. Et à introduire dans le patrimoine littéraire tout le travail des femmes journalistes, je pense qu'on contribue à modifier un équilibre, à reconsidérer l'histoire différemment, donc à la fabriquer l'histoire différemment, donc au fond à nous recréer des ancêtres qui ne sont pas tout à fait ceux que l'on imaginait précédemment. Voilà, je vous remercie.